Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, si je me présente à vos suffrages pour l'élection présidentielle de 2017, c'est dans un souci de modernité. En effet, je considère que la France se meurt. Je considère que la classe politique et la classe médiatique, dans son ensemble, est naufragée et consanguine. J'espère, avec vous, pouvoir rétablir l'ordre républicain, la paix civile, la paix sociale, parce que le civisme se perd. Ce constat n'est pas un constat sombre ou pessimiste, c'est pour changer la situation. Trop de violence faite aux femmes, aux enfants, trop de violence dans les débats, dans les échanges verbaux, trop de violence sur les écrans avec les séries US. La violence est devenue le maître mot alors que la paix doit être le maître mot et l'étalon qui nous fait progresser. La paix comme clé du progrès humain. Je suis issu des milieux économiques, en particulier immobilier, en tant que docteur en droit social et des affaires, je connais le business. Mais l'important, c'est l'égalité et surtout l'équité sociale. Ne laisser personne au bord du chemin. Développer la formation. Et le cœur du cœur, la cible, l'avenir, rénover, refonder la famille. Où est la famille? C'est une catastrophe aujourd'hui. Voici une petite pendule qui nous indique le temps. Le temps, c'est très très important. Le temps de la famille. On doit aider les femmes qui, par exemple, veulent élever leurs enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. On doit les aider concrètement en proposant une allocation de femmes au foyer, mais avec une possibilité de travailler à mi-temps, de sorte qu'elles ne perdent pas pied, elles ne perdent pas contact avec le corps social. On doit refonder la famille aussi dans le sens très très profond de la grande famille humaine, où chacun est le bienvenu, couper la tête au racisme, au front de haine, à toute discrimination. Je suis moi-même une personne aveugle et j'ai eu chaque jour à subir l'ostracisation, en particulier de la classe médiatique qui ne veut surtout pas entendre parler d'une personne handicapée en responsabilité. Voilà, je suis avec des jeunes dans la vingtaine, Karim Vicart et Antonella Neal. Oui. Voilà. J'ai volontairement cité d'abord le garçon pour changer un petit peu. Voilà. Et ils vont me poser des questions dont je n'ai aucune connaissance. C'est ce qui est intéressant. Oui, bien sûr. Bonjour, Monsieur Polaise. Bonjour. Alors, tout d'abord, ma première question, c'était de savoir pourquoi voulez-vous devenir président? Et quelle idée portez-vous par rapport à votre chemin? L'idée, c'est que devant le vide qui ne s'est jamais produit sous la Ve République, devant l'absence de candidats crédibles et surtout ayant le sens social, devant l'abondance de requins, plus ou moins déguisés, j'ai pensé qu'il fallait quelqu'un qui soit crédible, qui ait la formation pour, la volonté pour défendre les plus humbles. Pas dans un sens pleurnicheur,
Mais l'ascenseur social doit fonctionner, il ne fonctionne plus. La terreur se répand dans les banlieues parce que les jeunes n'ont plus d'espoir. On cherche un logement, c'est très très difficile. Un travail, c'est très très difficile. Et tout est devenu précaire. Précaire est le mot de la société actuelle. Moi, je veux la stabilité, le contraire de la précarité. Et c'est pourquoi c'est très difficile, c'est très lourd à vivre. Je m'engagerai jusqu'au bout pour faire triompher non pas ma personne, mais les idées dont je suis porteur avec des milliers de gens qui adhèrent déjà à ma pensée. D'accord. Bah, justement, comme vous dites, soulever certains problèmes, bah, parlons du côté économique et social du pays. Actuellement, comme vous savez, bah, le chômage il est en hausse ces 10 dernières années. Jusqu'à aujourd'hui, bah, cela représente environ 9,9% de la population active. Qu'est-ce que vous mettrez en place bah, par rapport à ce chômage, déjà, premièrement, qui est vraiment en hausse ces 10 dernières années? Oui, absolument, c'est la catastrophe, c'est le point numéro un. Actuellement, nous avons des politiques, pas seulement en France, qui tendent à prolonger, à retarder l'âge de la retraite. Ça me paraît assez peu efficient de conserver des gens au-delà même de 67 ans, alors que de jeunes personnes ne trouvent même pas de stage. Ensuite, pourquoi il y a tant de chômage? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est se pendre avec les charges qui pèsent sur vous, avec votre temps de vie qui est dévoré par l'administration tellement lourde, les contrats, un code du travail de 3000 pages qui ne fait qu'augmenter en taille, mais pas en efficacité. Simplification des règles administratives, meilleure formation, le CV anonyme, parce que beaucoup de gens, quand ils se présentent, sont au chômage parce qu'ils ne s'appellent pas Michel Dupont, Tout à fait. hein, ni Henri Martin. Donc un CV anonyme, éventuellement même sans photographie, puisque si quelqu'un est noir, d'emblée, sa peau noire va le trahir. Et ça, c'est une perte catastrophique pour la France, parce que discriminer coûte 130 milliards par an à la France, parce qu'on se prive de talent, on se prive d'innovation, on se prive de motivation, et tous ces gens restent dans les banlieues entre eux, trafic de la drogue, et malheureusement se laissent parfois radicaliser par des extrémistes fous. Alors pour moi, c'est vraiment la clé, c'est la formation. La formation, une formation qualifiante, et rétablir le respect, parce que le manque de respect, c'est une des causes du chômage. On ne se respecte pas, alors on licencie. On licencie parfois pour des raisons vraiment minimes, incompatibilité d'humeur, je ne sais quoi. Et rétablir le dialogue social est capital. Oui. Pas la guerre, mais la paix du travail. D'accord. Bah, comme on est dans le terme du travail actuellement, justement, il y a une question qui est pas mal posée dans la population active aujourd'hui. C'est par rapport aux 35 heures de travail. Euh, Est-ce que vous voulez les changer, vous? Est-ce que vous voyez une augmentation de ces 35 heures? Est-ce que vous préférez rester à 35 heures? Quelle est votre vision par rapport à ça? Au contraire de la plupart des hommes politiques, je suis non seulement pour le maintien des 35 heures, mais même une réduction du temps de travail. Pourquoi? Parce que le travail, il faudra le partager. Demain, les robots prendront la place des ouvriers dans la plupart des usines sur les chaînes de montage. Tout à fait. Dans les opérations chirurgicales, les robots vont, c'est là que je parlais de modernité, moi je vis dans la modernité à 100%. Donc ce partage du travail libérerait des emplois d'une part, et d'autre part permettrait aux gens non pas d'être du bétail,
esclaves du travail où ils s'ennuient, malheureusement souvent, mais aussi de s'élever d'un point de vue culturel, de pouvoir avoir des loisirs, mais pas des loisirs pour s'ennuyer, mais des loisirs pour enrichir leurs horizons. D'accord, mais concrètement, qu'allez-vous mettre en place si vous devenez président de la France? Minimum maintien des 35 heures sur ce point, Oui, et avec une négociation, passer aux 32 heures, ce qui est tout à fait révolutionnaire par rapport aux autres programmes, avec un accompagnement de partage du travail sérieux, d'évaluation des situations et le développement du congé parental, qui va aussi avec le temps de travail. Le congé parental aussi pour les pères. Et dans ce domaine du travail et du temps de travail, j'aime beaucoup les exemples scandinaves de vie sociale, de vie au travail, où les mamans n'ont pas honte d'allaiter leurs enfants même quand elles font des conférences, et pas comme en France où c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Je suis donc pour un maintien des 35 heures et même une réduction négociée avec les organisations syndicales à condition que ce ne soient pas des loups qui, comme on l'a vu dernièrement, ont dévasté Paris, coûtant très très cher à l'économie, donc augmentant le chômage. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis souvent dans des hôtels, voyageant beaucoup, ayant encore beaucoup plus voyagé par le passé. Aujourd'hui, la France est sinistrée. Depuis les attentats de Paris et de Nice, la France est sinistrée. Les hôtels ne font plus le plein. On ne sait pas comment, on ne sait pas comment ils vont pouvoir survivre pour certains. Donc je pense qu'il faut repenser complètement le monde du travail et le partage des richesses. bon, en parlant de richesse, justement, parlons plutôt de la dette, la dette française, qui est aujourd'hui de 2200 milliards d'euros. Comment ferez-vous par rapport à cette dette? Que mettrez-vous en place? Cette dette, elle est tout à fait catastrophique. Ça correspond environ à 32 000 euros par personne, Tout à fait, sur une population de 66,6 millions. tout à fait. C'est considérable, considérable. Je pense que cette dette s'est accumulée en raison d'un trop-plein d'État, avec une pléthore de fonctionnaires de toutes sortes, qui ne servent pas toujours à grand-chose. Je ne veux pas viser cette catégorie particulière, mais c'est une des raisons de cette dette. Et puis, la grande raison de la dette, elle est politique. Parce que chacun veut détricoter ce que l'autre a fait. La gauche arrive, elle veut détricoter ce que la droite a fait, etc., etc. Et ça coûte très très cher. Très cher. C'est ce qui coûte sans doute le plus cher. C'est pourquoi, pour réduire la dette, je suis partisan d'une solution politique qui est un gouvernement d'union nationale, d'unité nationale. Pas un gouvernement de gauche particulièrement, ou de droite particulièrement, surtout pas les extrêmes, mais un gouvernement uni où le président de la République retrouve son vrai rôle, qui n'est pas un rôle partisan. Il n'est pas président des Français de gauche ou de droite, il est président des Françaises et des Français. Et il doit prendre un Premier ministre issu de la majorité qui aura été élu aux législatives qui suivent la présidentielle, certes. Mais quand ce Premier ministre va lui proposer le gouvernement, voilà, Monsieur le Président, mon gouvernement, c'est le président qui, de toute façon, a le seul droit de décider en disant, voilà, je veux telle personne pour sa qualification, telle personne de la société civile, telle personne, même s'il n'est pas du parti majoritaire, pour travailler ensemble de sorte qu'on ne passe pas son temps à faire et défaire des lois. Un jour, l'ancien président Nicolas Sarkozy a dit « c'est pas grave, on va abroger telle et telle loi, ça, c'est pas grave, ça mange pas de pain ». C'est faux et c'est grave, ça mange du pain et ça mange surtout beaucoup beaucoup d'argent. Et puis enfin sur la dette, je pense que la France est trop généreuse. De quel point de vue?
d'un point de vue notamment du non-contrôle des chômeurs. La plupart des chômeurs sont de vrais chômeurs, mais d'autres chômeurs profitent du système. Donc la France doit devenir aussi un pays plus réaliste, prendre un peu exemple sur l'Allemagne. Moi j'ai la chance d'avoir, ils sont maintenant partis, mais une mère allemande et un père italien, donc j'ai vécu, je suis un Européen convaincu. Et nous devons nous inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs, avoir un peu plus de rigueur, un peu moins de verbiage, où on promet des choses. J'ai relu les promesses du président Hollande, c'est édifiant. Ça n'a presque pas de sens de promettre monts et merveilles. On dit d'ailleurs que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà quelques pistes pour la dette. D'accord. Je vous remercie. En parlant de la dette, effectivement, il y a un autre point d'interrogation qui nous vient, c'est les impôts. En sachant qu'il y a 47,7 impositions de toutes recettes confondues, comment vous réduirez plutôt, mettrez-vous à niveau les impôts ou les ferez baisser, ou quelle serait votre tactique par rapport aux impôts français, en sachant qu'on est le pays le plus imposable dans l'Union européenne? Oui, c'est vrai, l'harmonisation fiscale doit être européenne. C'est à présent que je viens à ce point qui est tout à fait central dans l'esprit de la modernité. Un pays comme la France ne doit pas vivre seul et avoir ses propres lois. Il doit exister une harmonisation fiscale dans l'Union européenne, en particulier dans les pays qui ont l'euro, puisque certains pays membres de l'Union européenne n'ont pas la monnaie unique. En ce qui concerne la France en tant que telle, je pense qu'il ne faut pas assommer les gens d'impôts, en particulier les personnes les plus riches. Non pas que je les défende, mais parce que si elles fuient, les capitaux fuient avec elles. Ce n'est pas une bonne mesure. Il ne faut pas non plus assommer les classes moyennes, parce que ce sont les classes moyennes qui produisent la vraie richesse, le socle de la richesse. Tout à fait. Et donc je pense qu'il faut absolument alléger les impôts des classes moyennes, faire payer des impôts à tout le monde, même modiques, de sorte à ce que la personne se sente impliquée et qu'elle sache que s'il y a des trottoirs entretenus, s'il y a des crèches, s'il y a des écoles, c'est parce que nous payons des impôts. L'impôt n'est pas une punition. L'impôt est une participation citoyenne, mais elle doit être équitable. Alors évidemment, quand on a dit ça, ça paraît simple. Il faut étudier secteur par secteur ce qui se passe avec la fiscalité et arrêter les postures. Ce que j'appelle une posture, c'est une position de principe. On s'en fout totalement. Par exemple, quelqu'un va dire il faut supprimer l'impôt sur la fortune. Ça, c'est les gens de droite qui le disent. Mais en fait, c'est un faux problème. Ça concerne très peu de monde. Et c'est un impôt finalement qui est grave, parce qu'il s'applique également parfois aux transmissions d'entreprises, aux héritages. Il n'y a aucune raison, quand nos parents, nos grands-parents ont accumulé pour les générations à venir de l'argent, et même beaucoup d'argent, il est malhonnête d'en prendre pratiquement 70%. Alors les gens de gauche vont dire il faut maintenir l'ISF. Pourquoi? Parce que c'est bien, parce que oui, on matraque les riches, etc. Donc si on arrêtait déjà les postures a priori, c'est-à-dire ça va dans le même sens qu'un gouvernement d'union et d'unité nationale, nous nous porterions mieux. Le côté partisan est totalement dépassé et le côté nationaliste est totalement dépassé. Alors, si je reviens concrètement, que mettrez-vous en place ou est-ce que vous changerez cette imposition? Alors, concernant l'ISF, Oui, je trouve que c'est un impôt, personnellement, qui n'a pas de sens parce qu'il culpabilise une partie de la population qui, certes, vit très bien, et même très 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 bien. oui.
Mais il n'y a pas de raison de se bloquer sur ce problème de l'ISF. Il faut une harmonisation fiscale qui tienne compte des besoins de la France, mais aussi du respect du travail. Quand vous pensez que si un chanteur donne un concert, on lui prend 58% de la recette du concert. Ça n'est pas admissible. Donc voilà ma réponse par rapport à ça, par rapport à l'ISF. D'accord. Toute dernière question. Déjà, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions que, que j'ai pu formuler. Alors, ma toute dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aurait un autre point que vous voulez mettre en avant pour votre présidentielle? Et quel est ce point, concrètement? Oui, c'est changer la culture politique et arrêter de parler de la politique. La politique, c'est un bocal à poisson où l'eau croupit. Moi, je veux parler du politique. Ça vient du mot grec polis, P-O-L-I-S, qui signifie la cité. J'ai précisé l'orthographe parce que la police ne peut pas tout régler. Hein. Voilà. Mais j'entends, c'est le politique, ça veut dire, le politique, ça commence au niveau local. La France est trop parisianiste. Ça, c'est un des thèmes qui m'est très cher. Ce sont des bobos, des bourgeois bohèmes, qui dirigent les radios publiques de Radio France. La plupart des journalistes sont des bobos, et pour eux, tout va bien. Bien sûr que tout va bien quand on habite les beaux quartiers. Alors, développer l'échelon local, comme ça se fait ailleurs. Et là, je veux dire quelque chose d'un peu particulier. Je suis le seul dans les candidats à l'élection présidentielle de 2017 à avoir vécu dans un autre pays, en l'occurrence la Suisse. La Suisse, qui n'est pas un modèle de vertu, parce que c'est un trou noir de la finance, c'était, disons, c'est aussi le champion du monde pour les assurances maladie, qui finalement rendent les familles exsangues, tant les primes sont élevées, etc., etc. Je ne veux pas dire que la Suisse est le paradis, loin de là. Par contre, j'ai appris en Suisse le vivre ensemble. Il y a plusieurs langues. Et au niveau fédéral, avec quelques grincements, tout cela cohabite. Il y a plusieurs communautés religieuses qui ne posent pas tellement de problèmes. Les protestants, par exemple, et les catholiques travaillent très bien ensemble dans les quartiers. Donc je pense que mon expérience helvétique m'a beaucoup apporté. Mes séjours à l'étranger, au Liban et en Syrie, mes séjours en Amazonie, dans les tribus indiennes, et mon travail en Afrique de l'Ouest me permettent de comprendre qu'il y a d'autres modèles possibles, d'autres visions possibles, mais que tout cela n'adviendra pas tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience que la France est arrivée au bout. Si elle continue sur cette voie, donc l'un des plus grands pays, la 5e puissance économique du monde, la 4e puissance nucléaire du monde, alors que par rapport à sa population, c'est inespéré, c'est minime, elle ne peut pas continuer comme ça. Et elle doit travailler pour qu'il y ait plus d'Europe. Les Chinois, 1,5 milliard. D'accord? Nous, les Européens, ensemble, c'est bien, on approche les 550 millions. Et là, on a une monnaie qui tient la route. Quand il y a des gens, comme le Front National, qui sont pour la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, c'est le suicide complet et définitif de la France. L'Europe en mourra, la France en crèvera. D'accord. Merci, alors merci pour toutes vos réponses, Monsieur Polezet. Pour Merci beaucoup. C'est terminé. Je ne sais pas si ma collègue voudrait rajouter quelque chose. Est-ce que pour vous, Louis Polez, ça vous fait peur de participer à ces élections en tant que, si je peux me permettre, une personne qui a un handicap? Oh, je comprends bien votre question. C'est-à-dire que
Peur, c'est un mot, c'est un don qui m'a été donné, c'est un mot que je ne connais pas. Je suis un guerrier. Je viens d'un milieu extrêmement pauvre, où nous n'avions pas à manger tous les jours. Mon père était mineur de fonds. Ma mère a connu le travail forcé en Allemagne, ce qu'on appelle le STO. Mon père était résistant à l'âge de 16 ans, ainsi que ma mère. Je viens d'un monde où se battre est naturel. Et mon handicap, ma cécité, qui est un handicap majeur, sévère, me permet de comprendre l'adversité. Comment on m'a traité au début de ma candidature en m'écrivant des mails orduriers. De grands directeurs de journaux français m'ont écrit comment un handicapé peut-il même avoir l'idée saugrenue de se présenter à une élection quelle qu'elle soit. J'ai réagi en tant qu'homme de droit, donc pas par la colère, mais tout a été transmis à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. J'ai porté une plainte devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant le service public qui m'a bafoué. Mais ça, c'est pas grave. Je n'ai pas du tout peur, au contraire, je suis très fier parce que personne ne m'attendait. Et dans le livre d'un très très célèbre chinois qui s'appelle L'art de la guerre, c'est la surprise qui est la base de la victoire. Ils sont très très surpris, mais je les ferai taire, ils doivent me traiter d'égal à égal, pas avec plus d'égard, mais avec autant de respect. Très bien. Très bien. Et on vous remercie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De gagner. De gagner et de faire gagner les Françaises et les Français qui aujourd'hui sont désespérés et qui sont prêts à se jeter dans les bras du FN, mais moi j'écris F, trait d'union, HAIL.